Après un très bon résultat commercial pour Batman Forever et malgré des critiques mitigées, la Warner commande rapidement une suite avec toujours Joel Schumacher aux manettes qui décide d'appuyer davantage son hommage au Batman des années 60 en allant encore plus loin dans le grotesque et l'humour bas du front. Val Kilmer préfère le rôle de Simon Templar pour le film The Saint à celui de Bruce Wayne, qu'il abandonne au profit de George Clooney, et Patrick Stewart concède celui de Mr. Freeze à Arnold Schwarzenegger, Schumacher souhaitant quelqu'un de grand et de fort pour incarner Victor Freeze. Uma Thurman est préférée à Demi Moore pour la femme fatale Poison Ivy, et Chris O'Donnell redeviendra Dick Grayson, et témoignera un peu plus tard avoir eu l'impression de jouer dans une pub destinée à vendre des jouets pour des enfants. À sa sortie, la réception critique du film par la presse et les spectateurs est désastreuse en raison de son caractère déjanté et loufoque. Le film échoue commercialement, coupant l'herbe sous le pied à la Warner qui prévoyait un 5e film qui finira par être annulé. Batman ne sera jamais tombé aussi bas et il faudra attendre pas moins de 8 ans avant de revoir le personnage au cinéma. Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et vous êtes sur Oz Comics, nouvel épisode de Magnétoscope dans lequel nous allons parler du très culte, mais pas pour les bonnes raisons, Batman et Robin. Batman et Robin de 1997 réalisé par Joel Schumacher, film dans lequel Batman et Robin, ça écrit dessus, c'est comme le port salut, se dressent sur la route de Mr. Freeze, dont le but est de sauver sa femme Nora, qu'il a cryogénisée afin de la maintenir en vie étant donné qu'elle est atteinte par une maladie très grave. Donc son but à Victor Freeze, c'est de sauver sa femme. Et il s'allie à Poison Ivy, une espèce de botaniste extrémiste, féministe, qui a des pouvoirs liés aux plantes, aux phéromones, aux poisons, à ce genre de choses. Vous connaissez bien évidemment le personnage de l'empoisonneuse, très connu dans les comics Batman. Afin de semer la zizanie à Gotham, se joint à eux également une espèce de brute sans cervelle, Bane. Et puis c'est à peu près tout, et puis voilà. Quel rapport j'entretiens avec ce film ? La première fois que je l'ai vu, c'était dans le coffret quadrilogie Batman, de Batman de Burton, de Batman de Schumacher dans un seul coffret, que j'avais acheté en 2004. Donc en fait je l'ai vu en même temps que j'ai vu Batman Forever pour la première fois, ce film. Voilà, pour la petite anecdote. Et après avoir vu Batman Forever et avoir pris une grosse gifle, mais dans le mauvais sens du terme, je m'attendais pas à grand chose pour la suite. Et puis, force est de constater que la suite était encore pire que Forever. Voilà. Moi, je le dis, pour moi, Batman et Robin est encore pire que Batman Forever. Alors, ça va être compliqué de parler de ce film parce que j'ai pas envie de faire une énième vidéo dans laquelle je vais m'acharner sur Batman et Robin. Ça sert à rien. Tout ce qui devait être dit sur ce film a été dit depuis des années sur internet et pas que. Les gens se sont lâchés sur ce film qui s'est fait flageller absolument dans tous les sens et à juste titre. Ce film est une merde, faut quand même le préciser. Bref, je vois pas trop l'intérêt de revenir moi avec ma petite vidéo magnétoscope en remettre une couche. Franchement, je vais essayer d'aborder ça sous un autre angle. J'ai essayé c'est la deuxième fois que je voyais ce film complètement. La première fois c'était en 2004 quand j'avais acheté le DVD. J'avais essayé de regarder ce film l'année dernière pour mes chroniques sur l'Alternative, mais j'avais arrêté à la moitié, j'en pouvais plus. Et là, je l'ai regardé ce matin en entier. J'ai réussi à le regarder en entier parce que je me suis plongé dans un tout autre état d'esprit. Je me suis dit, tu vas assister à de la foutaise. Tu vas assister à un Batman complètement loufoque et déluré. Donc, mets-toi dans cet état d'esprit. Oublie tout, déconnecte ton cerveau et c'est parti. Et donc, du coup, ça m'a permis d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Bon, on va commencer par les quelques points positifs. Parce qu'il y en a dans ce film. Il y a quelques trucs qui sont assez intéressants. Les visuels de Gotham City sont franchement pas moches, quoi. Je veux dire, il y a des plans sur la ville où, une fois de plus, on reprend cette impression de gigante, de grandeur. Vraiment, Gotham City, elle est toujours filmée en contre-plongée, des bâtiments immenses, des statues qui viennent se mêler aux bâtiments. Il y a un mélange des genres. Cette Gotham City est peut-être pas forcément celle qu'on a tous envie de voir, mais en tout cas, elle a une identité forte. Et je dois dire qu'avec les films de Burton, j'ai jamais retrouvé ça dans aucun film Batman. Une identité sur la ville aussi forte, si marquée. Et franchement, c'est une bonne chose. Par moments, il y a des plans superbes, comme je vous l'ai dit, avec des statues, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de certains plans de Gotham City. Et ça me fait mal au cul de le dire, mais il faut savoir l'admettre, Joel Schumacher, c'est le seul réalisateur qui a su nous retranscrire un vrai Arkham Asylum digne de ce nom. Mais par contre, quand on est dans les néons, dans l'abus de couleurs, des spots de toutes les couleurs, c'est flashy à mort, il y a trop de lumière, il y a trop de trucs. Là, du coup, ça
ça dénature l'âme de Gotham City, en tout cas de la Gotham City qu'on voudrait voir. Donc je suis un peu le cul entre deux chaises concernant l'identité visuelle de la ville. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais le résumé de ce que je suis en train de dire, c'est que Gotham City a une identité extrêmement marquée dans ce film. Ça, c'est une excellente chose. Le costume de Nightwing est pas dégueulasse, on peut le dire quand même. Franchement, c'est un des costumes les plus réussis du film. Bon, on parle pas des tétons, hein, je te parle juste du costume, voilà, bon, il y a les tétons. Le problème des tétons, on va en parler dans les points négatifs. Mais voilà, le costume de Nightwing, je trouve plutôt bien foutu. Par contre, celui de Batman est à chier, mais ça, on en va reparler dans les points négatifs. Et puis, on peut dire ce qu'on veut sur ce film. Force est de constater que le rythme est quand même bien foutu. Parce que, on peut pas dire que Batman et Robin, c'est un film dans lequel il se passe rien. Il se passe plein de choses, complètement loufoques, complètement débiles, certes, mais il se passe énormément de choses. Et il y a un rythme qui est assez effréné à ce niveau-là. Voilà, le film n'est pas plat. Tu trouves ton compte ou pas, mais on peut pas dire que le film est ennuyeux parce qu'à chaque fois il se passe un truc. Voilà. Après, que t'aimes ou t'aimes pas, voilà, ça. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même quelque chose à ce niveau-là. Et puis il y a un truc que j'ai bien aimé au niveau du scénario dans ce film, c'est le pan avec Alfred. Un Alfred qui est malade, qui est atteint par une maladie grave, le syndrome de McGregor, et qui meurt petit à petit dans le film. Il est mourant, voilà. Et il y a des scènes assez touchantes entre lui et George Clooney qui n'y croit pas une seule seconde. C'est aussi un point négatif qu'on va aborder plus tard. Mais hormis ça, hormis le jeu d'acteur qui est un peu à la ramasse, il y a des scènes où tu ressens une petite émotion quand même, tu vois, notamment entre Alfred et Bruce Wayne. Et je trouve ça sympa dans un film Batman de mettre en avant la relation Bruce Wayne et Alfred, pardon, via la maladie du majordome, qui est un des personnages les plus mythiques de l'univers Batman et les plus proches de Wayne. Voilà. Donc ça, c'était cool d'aborder ça. C'était une bonne idée. Oui, il y a quand même quelques points positifs, hein. On va passer au point négatif maintenant. On va avoir beaucoup de costumes. Le costume de Poison Ivy avec ses deux espèces de grosses merdes sur la tête, là, ces deux bouses de vache. Le costume de Batman, j'ai vraiment de mal. À la limite, le dernier costume qu'il a dans le film, le costume spécial froid, on va dire ça comme ça, il est un peu plus réussi, mais son costume noir, il est dégueulasse. Et ce qui me dérange le plus, c'est les oreilles, quoi. Il a des oreilles, mais c'est même plus des oreilles, c'est des espèces d'ailerons de requin, là. Et c'est horrible. Surtout quand il est de profil, tu vois que ça, j'ai un souci avec ça. Bien évidemment, les séquences avec gros plans sur les fessiers, sur les abdos, les pectoraux saillants. Bon, bah à la limite, ça fait partie des super-héros, hein, les pectoraux, les abdos saillants. Ok, je veux bien qu'on filme ça parce que ça fait partie de l'iconographie du super-héros. Mais de là à filmer les culs, les seins, l'entrejambe, au bout d'un moment, stop. Je vous rappelle qu'à la base, Warner Bros a crédité Joel Schumacher pour faire des films plus destinés aux enfants. Je vois pas l'intérêt de leur montrer des paires de seins et des paires de couilles, quoi, en gros plan. Franchement... Faut savoir à qui on s'adresse, bordel de merde. Je croyais que c'était fait pour les gosses. Alors, George Clooney, il s'en fout tout le long du film, il en a rien à foutre, il est complètement absent. En tant que Batman, il est encore plus absent qu'en tant que... À la limite, en tant que Bruce Wayne, il fait à peu près le taf, même si tu vois bien qu'il en a rien à branler. Après, le personnage de Bruce Wayne, c'est un peu ça aussi, hein. Il est à moitié mort, le personnage de Bruce Wayne. C'est normal qu'il soit pas très expressif. Mais là, franchement, c'est abusé. Et en tant que Batman, il dégage absolument rien. Je crois que c'est le Batman le plus osef qu'on ait vu dans un film. Batman, encore pire que Val Kilmer. Il dégage absolument rien. Quand il parle, je sais pas, la VF, elle est dégueulasse. Je l'ai vu en VF. Bon, la VO, j'imagine que c'est pas mieux. Oh putain, c'est une horreur, quoi. Puis il a pas une gueule à incarner Batman, il a pas la mâchoire suffisamment carrée ou je sais pas, mais il y a un truc, le regard, il y a un truc, même derrière le masque, tu vois que c'est George Clooney et ça passe pas. Franchement, ça passe pas. J'ai du mal avec sa gueule derrière le masque. Puis une fois de plus, c'est pas un acteur qui est connu pour ses pectoraux saillants et ses muscles, et ses gros bras, etc. Son 1m90. Donc du coup, une fois de plus, on a un Batman qui est nimbus, je suis désolé, mais on a un Batman qui est ridiculement petit et faible, quoi, en termes de corpulence. Il dégage rien, quoi. Poison Ivy, elle est moche. Alors Uma Thurman est une très jolie femme, mais là, la façon dont elle est maquillée, dont elle est costumée, à la base, Poison Ivy, c'est censé être la bonasse ultime, quoi. Je veux dire, c'est celle qui est censée représenter toute la, comment dire, le fantasme des hommes. C'est le personnage qui veut ça. On est censé être attiré naturellement par elle, physiquement parlant. Et là, elle dégage rien. Elle, comme j'expliquais, on croirait un costume de Dame Cunégonde, là. Un cosplay moyenâgeux pourri dans une fête au village.
Non, c'est moche, elle dégage rien, en plus elle surjoue. Bon, bah, après tous les acteurs surjouent, hein, c'était le maître mot du film, faut surjouer les mecs, on est dans un film cartoon, donc faut y aller franco. Et du coup, elle est pas du tout excitante, elle est pas du tout attirante, donc le rôle est raté, je suis désolé, elle est pas jolie, voilà. Alors j'ai un problème avec le personnage principal du film qui est Mr. Freeze. Une fois de plus dans un film Batman, c'est bizarre, mais le personnage principal est un méchant. Je sais pas comment ils arrivent à se démerder les réalisateurs pour pas réussir à mettre Batman en avant. C'est toujours le méchant qui vole la vedette, très souvent en tout cas. À part dans les films de Nolan. Enfin bref, on en reparlera plus tard de ça, je vais pas m'éterniser là-dessus. J'ai que 26 minutes d'enregistrement, donc il faut que je fasse vite. Vous imaginez bien. Mr. Freeze. Mr. Freeze, c'est l'exemple parfait de pourquoi ce film est bizarre et pourquoi ce film ne peut pas fonctionner. À la base, il y a deux versions de Mr. Freeze. La toute première, qui a été inventée, j'ai plus l'année, je vous la mettrai probablement au montage, si je suis pas trop flemmard à ce niveau-là. Lorsque Mr. Freeze a été inventé pour la première fois, tout son background avec sa femme Nora Freeze n'existait pas. C'est-à-dire que c'était juste un méchant qui était là pour faire le mal. Un méchant, je suis un méchant, je vais tout congeler, etc. C'est Paul Dini et Bruce Timm dans le dessin animé des années 90 qui lui ont inventé, via un épisode qui s'appelle Earth of Ice, je crois, si je vous dis pas de bêtises, qui lui a inventé ce passé du mec tout ce background du mec qui essaye de sauver sa femme, qui l'a congelée afin que celle-ci ne meure pas de sa maladie, afin de la maintenir en cryogénie, stase, vie, je sais pas quoi. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Tout ce pan-là, ça a été inventé par le dessin animé et ça a été repris par le film de Schumacher. Sauf que cet aspect scénaristique de Mr. Freeze, c'est ultra, pas malsain, pas glauque, mais c'est ultra triste, c'est sombre. Parce qu'on parle d'une femme qui a un cancer ou une maladie grave, qui va mourir si son mari ne trouve pas un remède à temps. Et là est toute la tragédie du personnage de Mr. Freeze, de cette version en tout cas qui existe depuis les années 90 et le dessin animé. Mr. Freeze, depuis les années 90, donc depuis le dessin animé, est un personnage sombre dans le sens où il est tragique. Son destin est tragique à ce mec-là. Sa vie, elle est pas rose, quoi. C'est ultra triste, c'est ce qui lui arrive. On a d'ailleurs, c'est un des seuls méchants de l'univers Batman pour lequel on peut avoir de l'empathie. Et là, cette version de Mr. Freeze triste, elle est pas compatible du tout avec la vision de Joel Schumacher, parce que Joel Schumacher va faire un film déjanté, coloré, loufoque, en hommage au Batman des années 60. Ok, c'est ton truc, c'est ta vision, moi c'est pas la mienne du tout, mais bon voilà, tu veux faire ça, ok, fais-le. Mais tu peux pas faire tout et n'importe quoi. C'est soit tu rentres à 100% dans ton truc, et tu prends le Mr. Freeze des débuts, celui qui n'avait pas cette histoire avec sa femme, parce que lui il pourrait rentrer plus dans les critères de ce que tu recherches finalement pour faire ton film, mais tu peux pas créer un univers loufoque, déjanté, dans lequel tout est tourné en dérision et on fait des blagues toutes les 10 secondes, et y ajouter un personnage avec un destin aussi tragique que le Mr. Freeze qu'on connaît, en tournant ce personnage en dérision, parce que s'il y a bien un personnage comique dans le film, c'est bien lui. C'est bien lui. À chaque fois que le mec il apparaît à l'écran, il fait une blague sur le froid, sur le gel, les glaces, machin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Ok, tu veux me faire un Mr. Freeze comique, mais tu reprends pas l'histoire avec sa femme, parce que ça, c'est triste, bordel. C'est ultra sombre, ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est que le mec il fait un peu tout et n'importe quoi, il reprend des trucs super graves et il le mélange dans un univers fun et débile. Seuls les vrais sauront pourquoi j'utilise toujours l'expression, le terme fun et débile. Ça c'est... Là si vous trouvez la référence, marquez-le moi dans les commentaires, mais à mon avis il faut se lever de bonne heure quand même. En tout cas GG à celui qui trouvera les mecs. Donc voilà, Mr. Freeze pour moi dans ce film c'est clairement l'exemple parfait de ce pourquoi ce film est bizarre et... Parce qu'on fait d'un univers qui est l'univers de Batman, qui est quand même plus connu pour être sombre et réaliste, entre guillemets, dans le sens où on parle de corruption des flics, de la mafia, etc., de la criminalité. L'univers de Batman, c'est l'univers le plus réaliste dans le DCverse. C'est-à-dire qu'à la base, si tu peux faire des histoires avec Batman, qui est un humain qui a des gadgets, qui se bat contre d'autres humains qui ont des gadgets.
Et de temps en temps, 2-3 méta-humains par-ci par-là, tu vois. C'est un univers réaliste avec toujours une touche de fantaisie et de fantastique par-ci par-là, l'univers de Batman. C'est pas des extraterrestres qui se battent dans l'espace ou un kryptonien qui a des super pouvoirs. C'est pour ça que pour moi, le Batverse, c'est l'univers le plus réaliste, on va dire, le plus crédible dans le DCverse. Et celui qu'on connaît, l'univers canonique de Batman qu'on connaît tous, c'est pourquoi Batman est encore en vie en 2019 alors qu'il a été créé il y a 80 ans, c'est le côté un peu sombre, un peu dark, un peu tragique. Et là, on essaye de prendre cet univers sombre, ce personnage qui a à la base aussi un destin funeste. Le personnage de Batman, il a une vie funeste, il a un destin tragique. Et on le met dans un film coloré où tout est tourné en dérision. Donc ça passe pas. Et le personnage de Mr. Freeze, bah, c'est exactement ça, quoi. Ça ne passe pas, ça peut pas être... c'est pas possible. Autre personnage du film, Barbara Gordon, Batgirl. Alors c'est pas Barbara Gordon, c'est Barbara je ne sais plus quoi. Ils ont complètement relooké son background. Parce qu'en fait, la vraie Barbara Gordon, c'est la nièce de James Gordon, l'inspecteur de police. Ça dépend les itérations. Des fois, c'est sa nièce, des fois, c'est sa fille adoptive, des fois, c'est sa fille naturelle. Ça dépend, c'est bizarre. Mais généralement, la version la plus connue, c'est que Barbara Gordon, c'est la fille adoptive de James Gordon, on est d'accord. Et donc là, étant donné que James Gordon est un personnage plus que mineur dans la quadrilogie Batman, parce que c'est une quadrilogie, hein, on a mis James Gordon, on a préféré le laisser en retrait plutôt que de le mettre en avant pour au moins un film en disant voilà James Gordon et il y a sa nièce qui est là et ça va devenir Batgirl. Plutôt que de faire ça, on est parti complètement en javel et puis du coup on a gardé, on a fait en sorte que Barbara Gordon soit la nièce ou la nièce de d'Alfred. Voilà. Complètement con. Du coup, c'est même plus Barbara Gordon, le personnage n'est pas du tout respecté. Donc, moi, ça me dérange quand les personnages sont pas respectés, quoi. À la limite, ça me dérange pas qu'on prenne 2-3 libertés avec un personnage pour les besoins d'un film. Mais là, pour le coup, là, ils sont partis vraiment. Ils ont complètement changé l'identité. C'est même plus Barbara Gordon, elle s'appelle autrement. Tu vois. Donc déjà, là, oui, ça me dérange. Là, ça me débecte. À ce moment-là, ne fais pas Batgirl, invente un nouveau personnage. Le love interest de Batman dans ce film, enfin de Bruce Wayne dans ce film, une fois de plus ne sert absolument à rien. Alors ils nous les auront tous fait, hein. Silver Saint-Cloud, Vesper Fairchild, Vicky Vale, ils nous les auront tous fait les love interest, mais il n'y en a aucun qui sert à quoi que ce soit à part Michelle Pfeiffer dans le deuxième film. Et éventuellement Vicky Vale dans le premier. Et puis on a affaire ici à un Batman que je trouve un peu con-con, parce qu'il tombe dans tous les pièges qu'on lui tend. Lui et Robin encore pire. Alors Robin, lui, c'est le demeuré qui fonce tête baissée dans le bordel. Il tombe dans tous les putains de pièges qu'on leur tend. C'est insupportable. Le mec prévoit jamais rien. Ça devient relou, quoi. Quand Robin va chercher l'empoisonneuse, à la fin, il a prévu de se mettre un truc sur les lèvres pour pas être contaminé par le baiser empoisonneur de Poison Ivy. Il a prévu ça. Mais il a pas prévu que la meuf, elle le balance dans une espèce de cuve là ou je sais pas quoi, juste après. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Complètement con, tu vois. Va falloir que j'aille très très vite les mecs parce que j'ai plus de batterie. Pour conclure, je dirais que oui, ce film est insupportable, oui, ce film est complètement con sur beaucoup d'aspects, mais ce film a été une excellente chose pour Batman parce que en fait, maintenant il sert un peu de jauge en fait, de balance, c'est-à-dire que étant donné qu'on a eu cette version extrêmement déjantée de Batman qui n'a plu à personne, et ben maintenant les réalisateurs vont s'y reprendre à 2 fois avant de nous repondre une saloperie comme ça, tu vois. Ça permet de faire un peu tu vois, ça marque des frontières les films, tu vois. Certains films, des frontières à ne pas dépasser. Et ce Batman et Robin est une frontière à ne pas dépasser et c'est bien que ça a été déjà fait. Comme ça, logiquement, ça devrait plus être le cas dans l'avenir. En tout cas, concernant le personnage de Batman. On l'espère, d'ailleurs, on n'a plus eu depuis ce temps-là de représentation aussi foireuse. Bref, ce film nous prouve, une fois de plus, que l'univers de Batman n'est pas fait pour être tourné en dérision, puisque le personnage a dans son ADN d'être marqué par un destin tragique et funeste, donc je vois pas pourquoi en faire un univers coloré et fun, tu vois. On peut faire quelque chose pour les gamins, mais ce personnage s'adresse également à un public un peu plus adulte, un peu plus mature en fait. C'est ça la spécificité de Batman. La note que je mets à ce film, 4 sur 20. C'est une note très très basse, mais vous aurez remarqué que c'est un petit peu mieux quand même que Superman 3, Superman 4 et Supergirl qui sont pour moi bien en dessous
parce que Batman et Robin, il a quand même une identité, il a quand même quelque chose à lui. C'est un film complètement con, certes, mais je veux dire, il s'assume en tant que tel. Allez, ta gueule, c'est de la merde.